Bonjour et bienvenue à votre cours éthique et professionnalisme. Comment allez-vous? Jean-François Sénéchal, votre prof. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire, votre rendez-vous avec votre cours parce qu'il ne faut pas l'oublier. Hein, c'est l'été, mais il ne faut pas l'oublier. On en parlait un peu dans notre avant-match de cours. C'est un rythme soutenu. Donc, bienvenue à votre podcast, bienvenue à votre cours. On prend un café ensemble, du moins c'est la formule. On lunch ensemble pour certains. Il y en a certains qui m'écrivent que c'est le fun, c'est sur l'heure du midi. J'en profite pour prendre mon lunch en même temps. D'autres l'écoutent en podcast. Ça semble être une formule appréciée. Quelques-uns m'ont souligné qu'ils écoutent ça pendant leur transport ou sinon carrément en faisant une tâche un peu routinière au boulot. Ben, c'est la formule. Chaque semaine, on se dit coucou, votre prof existe, le cours existe, puis je vous annonce un peu les quelques tâches que vous avez à faire chaque semaine. Je suis aujourd'hui accompagné de Catherine qui est là aujourd'hui dans le chat. Bonjour Catherine. Allô? Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, t'es-tu vaccinée? Ben oui. C'est fait? Depuis, ça fait 2 semaines, je pense. Déjà? Félicitations. Il y en a d'autres, là, je Merci. suis convaincu. Là, c'était ouvert pour les étudiants. Il y en a d'autres là, qui, comme moi, sont en train de travailler et de se former des anticorps contre un virus mortel. Bravo à vous. Ben, mortel. Ah oui, c'est vrai. Faut pas que je rentre là-dedans. J'espère que donc ça se passe bien pour vous. Le programme de déconfinement a été annoncé. Vous l'avez vu, c'était quoi? C'était lundi dernier. Donc, ça regarde bien pour notre été 2021. Vous avez passé à travers une année difficile, mais disons qu'il y a de l'espoir devant nous. Hope, comme disait Barack Obama à une certaine époque. En fait, j'ai l'impression que ça fait une éternité de ça, mais c'est pas si loin que ça. OK. Aujourd'hui, premier sujet. Ben d'abord, merci pour vos TP1. C'est fait. Vous avez réussi. Ben, c'était pas si compliqué que ça, là. Un petit TP, quelques paragraphes à écrire en groupe. Je vous rappelle que c'était peut-être la tâche la plus difficile de mobiliser l'ensemble de votre groupe. Vous assurer que tous les outils sont en place, que votre équipe est efficace, qu'elle est fonctionnelle. Donc, merci pour vos TP1. Pour moi, ça me fait 27 travaux à corriger et je vais corriger ça. Je vais essayer de corriger ça d'ici mardi prochain. Donc, d'ici mardi prochain, je vais essayer de vous dire c'est corrigé, c'est fait, puis vous allez être content. Vous allez avoir votre TP1. Ce que je vous promets pour votre TP1, ben, je vais le corriger avec j'ai une grille de correction. Donc, vous allez voir la grille, les critères que j'ai choisis. Je vais vous compléter cette grille-là pour chaque TP. Je vais faire des commentaires au besoin là, directement dans votre document pour voir qu'est-ce que vous pourriez faire pour améliorer. Je vais l'éditer un peu. Je vais vous envoyer aussi un commentaire audio. Donc, pour chaque TP, je vais vous faire un commentaire audio. J'ai un micro, donc pourquoi pas l'utiliser. Puis, je vais vous dire un peu ce que je pense de votre TP et ce qui s'annonce pour vous là, dans le TP2. Donc, 27 travaux à corriger. Soyez patient. Donc, environ une semaine. Mais d'ici là, rien ne vous empêche de commencer déjà votre TP2. Donc, ça va être plus costaud, hein, vous allez le voir. Donc, on peut présumer que votre TP1, il est bon. Attendez un peu, je vais voir si j'enregistre. Oui, j'enregistre. Donc, je suis toujours nerveux comme ça quand j'enregistre. Donc, soyez patient. Donc, on va présumer que votre TP1, il est bon. Hein? Il devrait être bon. En fait, suffisamment bon pour passer au TP2. Donc, commencez à vous servir de la grille. Essayez de voir si vous ne pouvez pas analyser votre TP1 à l'aide de la grille de Lego là, que je vous ai expliqué il y a à peine une semaine. Donc, c'est le moment. C'est le moment pour vous de compléter cette grille. Servez-vous de votre TP1, puis vous prenez la grille, puis vous commencez à compléter ensemble, en équipe, cette grille pour éventuellement passer au rapport décisionnel, le rapport décisionnel TP2. Attention aussi, alerte caout. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, dans notre avant-match, il y aura un caout aujourd'hui vers midi 45. Donc, un caout récapitulatif qui concernera les modules 1 à 6.
Pourquoi? Pour s'amuser un peu. Hein, c'est un cours d'été, mais on peut s'amuser un peu. Puis aussi, vous préparer un peu à l'examen de mi-session. À l'examen de mi-session qui sera disponible cette semaine. Donc, dès ce samedi, oui, c'est samedi 29 mai, l'examen de mi-session sera en ligne à partir de, c'est ça, samedi matin et il sera disponible pendant presque 9 jours. Là. Donc, samedi 29 au dimanche 6 juin. Donc, ça, c'est des instructions là, que je vais vous donner un peu plus tard, là, après le caout. Je vais vous expliquer à quoi ça va ressembler. Et si vous écoutez en podcast, là, ça sera dans un épisode qui sera complètement à part. Ça va être l'épisode 53 pour vous. Donc, les instructions concernant cet examen de mi-session, c'est une formule particulière que j'ai pensée pour vous à distance, différente un peu, alors, considérablement, même différente considérablement de mon examen final. J'en dirai quelques mots, là, je vous réserve ça pour la toute fin de cet enregistrement. Et pour vous préparer à cet examen de mi-session, je vous ai préparé aussi un caout, un petit caout amusant aujourd'hui, juste après l'enregistrement du podcast. Donc, je vais remettre aujourd'hui mon premier trophée champion de caout, là, celui ou celle qui sera champion de caout. Et il y aura d'autres caouts pendant la session. Donc, pourquoi je fais des caouts? Mais parce que je sais que vous aimez les caouts. Puis, je sais que ça stimule votre présence en classe. Je sais que ça, en classe synchrone, je sais que ça stimule votre engagement. Je sais que votre présence en classe contribue à garder le rythme. Si vous gardez le rythme, vous allez risquer davantage de réussir ce cours ou d'exceller dans ce cours même. Donc, vous voyez la suite logique. Alors, donc voilà, ça sert à ça aussi des caouts et je vous en présente un à la toute fin de cet enregistrement. Et pour ceux et celles qui écoutent le podcast, sachez que vous pourrez voir ce caout. Pour vous, il faudra aller voir le rattrapage en classe, le rattrapage des classes synchrones. Donc, sur l'onglet de la classe virtuelle de l'ENA du cours, vous allez pouvoir trouver ça. Et vous allez pouvoir aussi consulter là, les différentes questions que j'ai posées pendant ce caout là, pour voir, pour pas que ça soit injuste, pour que vous aussi, vous puissiez voir quelles étaient ces questions pendant le caout. Autre sujet, les forums de discussion. Donc, bravo pour votre participation au forum. Je n'ai pas encore eu le temps de retourner voir qui a contribué en fin de semaine, mais je voyais dans ma boîte courriel là, que c'était, je pense que j'avais quelque chose comme 80 contributions pendant le week-end. Souvent, je ne jette pas d'œil là-dessus pendant le week-end, donc ça s'empile vite. Bravo pour vos contributions. Je vous annonce qu'une note provisoire sera bientôt publiée. Donc, pour vous, une note provisoire, ça vous permettra de voir où vous en êtes dans votre progression là, qui est concernant cette évaluation toute particulière. Donc, ce sera une note provisoire. Ce que ça veut dire, c'est que c'est votre note minimale, garantie, à moins d'une grave erreur, là, un plagiat ou quelque chose, là, mais je dirais que ce sera votre note minimale garantie. Puis, tranquillement, à force de nouvelles contributions, cette note risque de s'accroître. Et je ferai des ajustements. Donc, pour vous, là, je vais essayer de la publier d'ici vendredi. Ça se peut que ça aille jusqu'à mardi, mais on verra. Mais bientôt, vous allez voir une note provisoire publiée. Ce sera votre note minimale garantie pour cette évaluation toute particulière. Donc, ça vous permettra de savoir un peu où vous en êtes. Bravo déjà pour vos contributions. Il y en a certains qui commencent un peu à comprendre l'esprit de tout ça. Hein. Le but, ce n'est pas seulement de répondre bêtement à une question. Il y en a quelques-uns qui peuvent se contenter du minimum, j'en conviens, mais idéalement, ce que je souhaite, ce n'est pas exactement ça. Ce que je veux, c'est des contributions substantielles. Je vous rappelle, l'objectif de ces forums, ça ressemble à... Pour moi, je m'en sers un peu comme un exercice, je dirais, pour des questions à développement d'un examen. Hein, pour vous, là, vous vous demandez toujours, il y a des questions à choix de réponse dans mes examens ou il y a des questions simples qui sont faciles
à répondre et à corriger. Catherine en conviendra. Mais il y a aussi des questions de type développement. Donc, les forums, c'est un peu ça, là. Vous pratiquez à répondre à ce genre de questions-là. Donc, typiquement, vous pouvez faire une réponse simple. Je vous pose une question, puis vous vous exercez à répondre à cette question. Je dirais que c'est le minimal garanti et c'est le minimal que vous pouvez produire, le minimum plutôt. Mais si vous voulez ajouter une couche, je dirais qu'un des autres objectifs, c'est que vous posiez la question, comment est-ce que je peux aider les autres à répondre à une question en développement dans un examen? Puis pour vous, ben, c'est de vous assurer que votre réponse, elle est lisible, je dirais, là, parce que les autres, là, vous avez vu, là, c'est plein de réponses, là. Donc, des beaux paragraphes, des mots en caractère gras, des points de forme peut-être là, pour aider les autres étudiants à lire votre intervention et à parfaire aussi leurs réponses. Donc, si en plus vous vous servez des réponses des autres, puis vous faites un résumé, vous voyez que c'est une contribution qui vraiment est utile, pas seulement pour vous, mais pour les autres, hein. Donc, ça, c'est intéressant. Puis, idéalement, l'objectif, là, je dirais, plus général de ces forums-là, c'est que vous puissiez vous aider entre vous, puis collectivement, monter ou créer la meilleure possible, la meilleure réponse possible à une question qui ressemble à une question d'examen et tout ça pour vous préparer ensemble et collectivement à répondre à une question à développement là, qui pourrait avoir lieu dans un examen. Donc, j'espère que je suis plus clair. Vous pouvez faire le minimum, mais si vous en faites plus, je verrai que vous en faites plus, puis je vous donnerai les les points promis. Et collectivement, là, ce serait intéressant, étant donné que l'outil n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, je dirais. Là, il est loin d'être parfait, disons, cet outil-là. Mais si vous pouvez nous aider à aller chercher le maximum avec cet outil-là, puis vous aider, mais aider aussi vos collègues à se préparer à répondre à ce genre de questions-là, ben, ce serait tout à fait apprécié. Du moins, ça fait partie des objectifs que je me suis donné en créant ces fameux forums de discussion. OK, module 6 maintenant. Vous avez lu l'histoire du professionnalisme. Si vous avez bien fait votre module 5, je vous ai raconté l'histoire du système professionnel, donc au module 5. Et pour ceux qui suivent les podcasts, ben, c'est l'épisode 51. Je me suis servi là, d'une rediffusion de mon intro au module 5 là, que j'avais fait cet hiver. Donc, pour vous aussi, ben, vous connaissez un peu mieux l'histoire du système professionnel. Et maintenant, dans le module 6, ben, on va aller voir à quoi ça ressemble un peu le résultat de tout ça. Hein, c'est une histoire, le professionnalisme. Là. Puis à la fin du parcours, à quoi ça ressemble ici et maintenant, le système professionnel. Ben, aujourd'hui, on va explorer exactement ça, le système professionnel, et je me permets de préciser au Québec. D'abord, je dirais que l'existence du code professionnel, déjà, là, ça devrait être plus familier pour vous. Le code, vous l'avez vu, ça a été créé en 1973. À partir de 1973, si on regarde l'histoire, c'est là, que commencent les histoires de code de déontologie. Donc, je dirais que c'est un moment marquant là, où on passe je l'ai déjà dit dans un épisode précédent, on passe d'un système qui est plus social, qui émerge, je dirais, des acteurs, à un système qui est plus légal, qui semble être externe aux acteurs, qui est imposé par des acteurs externes. Donc, ça mène ultimement à votre code de déontologie professionnelle. Au début du cours, j'en parlais aux étudiants dans le chat. Je leur demandais, ben, avez-vous déjà lu ce code de déontologie? Ben, sinon, ben, je vous invite à aller le lire le plus tôt possible. Trouvez-vous un exemplaire du code. Ben, il y en a plein. Si vous écrivez code de déontologie puis vous ajoutez le nom de votre profession, ben, vous allez tomber sur votre code de déontologie. Lisez-le. Vous en aurez besoin, entre autres, dans votre TP2, vous aurez besoin de ce code. Buvez un peu de café, puis relisez-le, parce qu'il faudra le connaître un peu. Et pour ceux qui étaient là dans le chat avant le début du cours, je vous demandais de me nommer
les trois principaux destinataires du code. Êtes-vous capable de me répondre à ça peut-être dans le chat en ce moment? Quels sont les trois principaux destinataires du code? Catherine, est-ce qu'il y a des étudiants qui ont répondu dans le chat? Ah, ici, j'ai une réponse. Les professionnels, le législateur et le public. OK. Qui me répond ça, là? Honoré. Honoré, on salue le camion à côté de chez vous. Euh, bravo, Honoré. Donc, le public, ça, c'est sûr qu'il faut que ça sorte vite. Est-ce qu'il y a d'autres réponses, Catherine, dans le chat avant que je les dise toutes, là? J'ai le gouvernement, membre de l'Office des professions, les employeurs. OK. J'ai aussi public, une deuxième fois. J'ai d'autres personnes qui écrivent aussi, là. Sinon, les devoirs et les obligations pour le but d'assurer la protection du public. Oui, cela, ça va. Évidemment, il faut que ça revienne souvent. Je dirais que c'est au cœur. Il y en a qui disaient les collègues. Il y a plusieurs façons, là. Je dirais que ça, c'est la deuxième famille. Les collègues, les autres professionnels, le titre professionnel, les actes, la communauté, la collégialité. Je dirais que ça, c'est l'autre deuxième famille, là, votre groupe, les membres de votre groupe professionnel. Donc, d'abord, le public, protéger le public. Le deuxième, le groupe. Et le troisième, qui revient le plus souvent, c'est le client. Chez certains, ce sera l'employeur. Puis, c'est pas fou, parce que c'est à peu près la même chose, du moins si on se place. Si on essaie de tenter de comprendre la perspective de votre ordre professionnel, pour eux, votre principal client, ce n'est pas nécessairement celui qui paye votre employeur, votre principal client, c'est le premier bénéficiaire de vos services et le premier bénéficiaire de vos services, celui qui vous paye parce que vous êtes un professionnel, ben, celui qui demande vos services et votre jugement professionnel, qui souhaite que vous soyez compétent, tout ça, c'est votre employeur. Donc, lorsqu'on parle du client dans certains codes de déontologie professionnelle, ce qu'on veut dire, c'est souvent votre employeur. Donc, faites attention, là, parfois, c'est un peu confondu. Le client, c'est sûr, si vous travaillez comme simple travailleur pour un employeur, ben, le client, c'est souvent celui-là qui paye. Il y a un service qui est rendu par votre employeur ou il y a un bien qui est vendu par votre employeur, puis le client, c'est celui qui paye. Du point de vue de votre ordre professionnel, le client, c'est le premier bénéficiaire de vos services et c'est souvent votre employeur. Donc, faites attention de bien faire cette belle distinction-là. Et si vous êtes capable de répondre à cette question, donc quels sont les trois principaux destinataires de votre ordre professionnel, de votre code de déontologie professionnelle plutôt, ben bravo, vous avez atteint le premier objectif de ce module 6 qui était d'énoncer les principaux traits de votre code de déontologie. Donc, les principaux traits, quand vous regardez votre code, là, il est souvent divisé en trois belles parties. Du moins, c'est la constante là, d'un code de déontologie à l'autre. Les devoirs et obligations envers le public, envers le client, puis envers la profession ou les autres professionnels. Il y a toutes sortes d'autres façons de les nommer. Dans certains, on ajoute l'environnement, qui est un peu une extension, je dirais, du public, un peu plus moderne. On la voit souvent apparaître chez les ordres professionnels un peu plus récents dans l'histoire du professionnalisme. Donc voilà, vous êtes plus familier avec les principaux traits de votre code de déontologie. Les valeurs maintenant. Quelles sont les valeurs de votre ordre professionnel? Quelles sont les principales valeurs du système professionnel? Les connaissez-vous? Tiens, on fait le même exercice. En classe synchrone, peut-être, dans le chat. Quelles sont, au pire, allez-y comme ça, là, instinctivement. Quelles sont les principales valeurs de votre ordre professionnel? Dans le chat, je vous laisse peut-être 10 secondes pour vous permettre de répondre à cette question. Catherine, est-ce qu'il y a des réponses un peu? Oui, j'ai déjà quelques réponses. J'ai Rémi qui nous dit que les principales valeurs de l'ordre des arpenteurs géomètres sont la transparence, la cohésion, l'accessibilité, le respect, le souci de l'excellence et l'efficience. Excellent. Ordre des arpenteurs géomètres, c'est fait. Est-ce qu'ils ont des valeurs vraiment différentes de l'ordre des ingénieurs, par exemple? Est-ce qu'il y en a qui
qui ont trouvé les valeurs. C'est facile, là. Vous allez sur le site de votre ordre professionnel, puis vous regardez, vous cherchez, même dans un moteur, Google est notre ami, là. Ordre professionnel, écrivez le titre de votre ordre professionnel, écrivez valeurs, puis vous allez les retrouver aisément. J'ai d'autres réponses. Là, on a l'intégrité, le respect, la rigueur, la responsabilité, l'excellence, la compétence, le sens de l'éthique, la responsabilité, l'engagement social, l'honnêteté. Très bien. Donc, une belle liste de valeurs. Et qu'est-ce que ça donne tout ça, une belle liste de valeurs? Ben, pas grand-chose si on ne donne pas un peu de contenu à tout ça. Je pense que c'est le défi, là, des énoncés de valeurs, là, vous allez en trouver aussi. Si vous regardez le site de votre employeur, votre futur employeur préféré, là, vous irez faire un tour. Vous allez souvent trouver des énoncés de valeurs, mais des valeurs, souvent, on ne les définit pas. On vous dit c'est important le respect, on ne dit pas trop c'est quoi le respect, c'est important l'intégrité. OK, on vous laisse un peu le surfer ou jazzer pour trouver c'est quoi que ça veut dire intégrité pour mon ordre professionnel. Honnêteté, on s'en doute. On a tous des préconceptions, au moins une prédéfinition de ce que c'est. Mais ça demande aussi quelques discussions parfois là, pour s'entendre, être intègre, qu'est-ce que ça veut dire? L'excellence, c'est quoi? Ben, il y a des débats là, qui peuvent se dessiner autour là, d'une belle discussion autour d'une valeur. Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que l'honnêteté? Donc, qu'est-ce que la justice? Tiens, la valeur de justice occupe de la place parfois dans certains ordres professionnels. Mais qu'est-ce que la justice? Donc, ce genre de contenu-là, j'aimerais l'aborder avec vous. Du moins, ma présentation d'aujourd'hui, je vais me concentrer aussi là-dessus, vous donner un peu de contenu là, autour de ces valeurs. Structurer un peu tout ça. Pour vous, là, moi aussi, je me suis amusé à chercher les valeurs de vos ordres professionnels. Ça se ressemble, je dirais, là, d'une profession à l'autre, mais je dirais que si on veut faire un peu d'ordre, je dirais qu'il y a des fois, il y a des recoupements. Là, on va parler de compétences à un endroit, puis plus tard, on va dire honnêteté, puis on va ajouter honnêteté, mais c'est important d'être honnête dans vos compétences, puis là, c'est important d'être responsable. OK? C'est quoi être responsable? C'est être compétent. Puis là, tu vois qu'il y a plein de recoupements comme ça ou de duplications qui ne font pas toujours du sens. Donc, j'ai essayé de les séparer, les organiser. Pour vous, je dirais que dans les valeurs, lorsqu'on observe les valeurs de vos ordres professionnels, la première catégorie, c'est la valeur de compétence. Donc ça, celle-là, elle est là dans tous vos ordres professionnels. Être compétent. Et qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Je dirais qu'il y a deux principaux sens. Mais d'abord, le sens premier, là, être savant, être compétent, oui, être connaissant, donc avoir un savoir appliqué, théorique, mais aussi des fois savoir expérientiel, donc avoir de l'expérience aussi. Donc, être capable d'avoir un savoir, de défendre ce savoir aussi, ça fait partie, mais c'est toujours lié à celle d'avoir une compétence, de maîtriser une science, une technique. Donc, les devoirs qui sont associés à ça, il y a le devoir de formation, par exemple. Donc, on vous demande d'être compétent en sortant du bac, mais aussi de maintenir cette compétence-là. Donc, il y a des devoirs qui sont associés à la formation continue, par exemple. Donc, être compétent, mais toujours être compétent, ça fait partie de la première famille, je dirais, de valeurs qu'on voit émerger de vos différents ordres professionnels. Le découlant de tout ça, et c'est toujours dans la valeur de compétence, c'est donc être savant, mais aussi la valeur qui est parfois dans certains ordres professionnels, c'est la valeur d'humilité, je dirais, ou de savoir reconnaître les limites de vos compétences. Donc ça aussi, ça fait partie de la compétence. Être capable d'être connaissant, savant, avoir de l'expérience, mais aussi être capable de mettre des barrières puis de dire, mais tu sais quoi, ça va au-delà de ma compétence. Hein, une espèce de devoir, on pourrait l'appeler le devoir d'humilité aussi. Donc, connaître les limites de sa compétence, connaître les limites de son savoir, ce savoir ignorant. Ça, c'est déjà
pas être ignorant, mais se savoir au moins ignorant, savoir que vous avez encore des choses à apprendre. Tout ça, ça fait partie de la valeur de compétence comme très grande première catégorie. Être compétent, mais aussi savoir les limites de cette compétence. Vous allez les voir là, ressurgir dans à peu près tous les ordres professionnels. C'est la première famille, je dirais, de valeurs du savoir, des compétences, savoir théorique, pratique, expérientiel. Ça fait partie de cette première famille. La deuxième, honnêteté. Euh, honnêteté, là, ça peut regrouper la valeur de justice et de vérité. J'aime bien les séparer parce que c'est évidemment pas la même chose, hein. Servir, d'abord, être honnête pour un professionnel, c'est d'abord servir la justice. Donc ça fait partie, je pense aux arpenteurs géomètres, là, c'est vraiment typique là, de très bien connaître les lois, les règles, mais aussi suivre les lois et les règles. Donc, les connaître, c'est une chose, là, mais aussi être capable de les suivre. Donc, ça fait partie de cet idéal-là de justice. Je dirais qu'il y a deux sens aussi qu'on voit dans l'idéal de justice. D'abord, servir, il y a le principe d'égalité qui est parfois mentionné. Ça fait aussi partie de la justice, être capable de traiter de façon égale tous vos clients, par exemple. Donc ça, c'est le principe d'égalité. Souvent, on le rattache au principe de justice. Justice aussi, il y a le principe d'équité hein, qui est différent. Là, vous le comprendrez et vous le comprenez sûrement déjà. Là. Principe d'équité qui diffère un peu du principe d'égalité, qui est plutôt fondé sur l'idée du traitement inégal des êtres inégaux. Tiens, ce serait peut-être une façon de le dire. Là. Ben évidemment, il y a des personnes qui sont moins compétentes, qui sont plus faibles, qui sont. Donc, lorsqu'on parle de justice, là, il y a le principe d'égalité qui est toujours là, mais le principe d'équité, il sert aussi à servir cet idéal de justice-là, là, tenir compte du fait que les gens n'ont pas tous les mêmes compétences, n'ont pas tous les mêmes, ont pas toutes les mêmes forces. Donc, ça revient pour vous, dans l'exercice de votre profession, bien, il y a le principe d'égalité, donc donner le même savoir, donner le même service, peu importe le client, mais il y a aussi un principe d'équité. Là, par exemple, on le voit dans les honoraires. L'idée de, ben, si le client il est bien fortuné, ben, lui donner, ben, lui charger le maximum des honoraires. Mais s'il est complètement s'il manque de cette fortune ou de cette richesse, il y a toutes sortes il y a un mouvement, je dirais, dans les ordres professionnels qui est de donner des honoraires qui tient compte, je dirais, de la capacité de payer. On a ça tout dans le mouvement pro bono, par exemple. C'est un beau mouvement là, qu'on voit dans le droit. Il a bien fait la promotion de ce mouvement-là. L'idée que ça peut être possible de donner un service professionnel gratuitement, de se garder une certaine partie de nos services pour des personnes ou des clients moins fortunés. Donc ça fait partie de cet idéal-là de justice. L'autre, on parlait d'honnêteté. L'honnêteté, donc d'abord servir la justice. La deuxième partie de l'honnêteté, c'est évidemment servir la vérité. Donc, dire vrai, s'appuyer sur des faits. Écoutez, ça fait partie de votre ordre professionnel, c'est sûr. Dire vrai, s'appuyer sur des faits, être rigoureux, s'appuyer sur la raison, la science. Donc, pas autant, pas autant prétendre détenir la vérité, mais plutôt prétendre chercher la vérité. Hein. C'est probablement ce qui distingue l'ignorant de celui qui a à cœur la vérité. Là. Pas prétendre que j'ai fait 3-4 recherches sur Internet, puis j'ai trouvé la vérité, mais je la cherche ardemment tous les jours. Et même si j'ai une vérité provisoire, là, je continue de chercher parce que ça pourrait changer. Puis c'est elle la plus solide, la vérité pour l'instant, là, mais je suis dans le doute, puis je cherche, puis sans cesse, là, je tente d'enrichir cette conception-là de la vérité. Donc ça fait partie, je dirais, des idéaux de votre profession. Cherchez la vérité, tentez de vous appuyer sur les vérités les plus admissibles, les mieux documentées, s'éloigner de la vérité,
contredire le mensonge, qui est le strict contraire de la vérité, la falsification de données. Ça s'inscrit dans cet idéal-là, là. Contrer la falsification de données, s'assurer que les données soient vraies, reflètent la réalité. Donc ça fait partie de cet idéal-là. La vérité. Être honnête, servir la justice. Être honnête, dire la vérité. Écoutez, c'est grossier comme façon de le formuler, là, mais je dirais que c'est peut-être ce qui encapsule le mieux là, ce qu'on veut dire par cet idéal-là d'honnêteté. Troisième famille, donc on a dit compétence. Deuxième, honnêteté. Troisième catégorie, la responsabilité. Ça aussi, c'est un beau concept riche et dense. Puis on prend rarement le temps de bien définir ou de donner du contenu là, qui est lié à cette valeur-là, qu'est la vérité. Je dirais pour vous 2 sens. On va l'aborder le plus en détail au module 7, la responsabilité, mais je dirais que pour vous, 2 sens, 2 principaux sens pour tenter de comprendre ce qu'on veut dire par la responsabilité. La responsabilité rétrospective, qu'on appelle aussi l'imputabilité, et ça, c'est vrai dans vos ordres professionnels, ça prend quelqu'un qui est responsable dans ce premier sens, c'est-à-dire qui sera imputable. Si ça se passe mal, c'est vous qui êtes imputable. Si ça se passe bien aussi, ben oui, vous prendrez le mérite, mais si ça se passe mal, c'est vous qui êtes imputable. Donc, responsabilité en ce premier sens, c'est un concept de responsabilité qui est fréquent en droit civil, droit criminel, c'est exactement ça. On tente de pointer le doigt vers quelqu'un. Un acte a été fait. Donc, c'est ça, rétrospective. Un acte a été fait et on cherche quelqu'un qui sera responsable, qui est imputable de ce qui a été fait. Donc, ça, c'est le premier sens de responsabilité rétrospective. On regarde dans notre rétroviseur, on regarde en arrière. Le deuxième sens, c'est responsabilité prospective. Donc ça, c'est l'idée que vous êtes responsable. Les professionnels sont responsables, ils sont imputables, oui, mais ils sont responsables aussi avec un deuxième sens qui est celui de rôle. Vous êtes responsable de quelqu'un ou de quelque chose. Dans votre cas, si vous êtes responsable du public, du client, des collègues, j'en parlais un peu plus tôt, il y a un objet là, devant vous qui exige de vous certains actes, certains comportements. Donc ça, c'est le deuxième sens de responsabilité. Je suis responsable, c'est-à-dire j'ai un rôle à accomplir, on m'a assigné un rôle, on m'a assigné des tâches, on m'a assigné des devoirs et obligations. Donc ça, c'est le deuxième sens. La responsabilité parentale, c'en est une forme de responsabilité prospective. Là. Vous n'avez encore rien fait. Le simple fait d'avoir un enfant, il y a des devoirs et obligations qui vous devancent, qui sont là devant vous. Et cet objet-là, cet enfant-là, est l'objet de votre responsabilité. Donc ça, c'est les 2 premiers sens. Responsabilité rétrospective et responsabilité prospective. On en verra quelques autres sens là, au module 7, mais disons là, pour l'instant, là, on va se contenter de ça. Et enfin, dernière valeur, protection du public. Ben oui, protection du public, c'est là. Si ce n'est pas là dans votre ordre professionnel, ben c'est pas un ordre professionnel. C'est aussi simple que ça. C'est toujours là. Protéger le public. Protéger quoi? Ben, protéger la santé publique, la sécurité publique, la paix publique, le bien public. Donc ça, c'est au cœur de n'importe quelle profession. Et ça soulève une nouvelle question, c'est-à-dire qui est ce public? Hein? C'est bien beau servir le public, mais c'est qui le public? Et à ça, on peut répondre, ben, le public, c'est tout le monde. C'est aussi simple que ça. Votre client, c'est votre voisin, c'est votre collègue, c'est votre ami, c'est la société dans son entièreté. C'est ça, le public. Et pour vous, ce sera, dans certaines professions, sécurité publique, s'assurer de la sécurité de tout le monde. Santé publique, la santé de tout le monde.
Bien public, le bien qui appartient un peu à tout le monde. Dans certains arpenteurs géomètres, c'est paix sociale, paix publique, s'assurer que le public puisse évoluer dans un environnement où il n'y a pas une guerre de tranchées à toutes les fois qu'on installe une clôture autour d'un terrain. Donc, bien commun, paix publique, ça fait partie. Protéger le public, c'est protéger tout ça. Donc, 4 grandes valeurs: compétence, honnêteté, responsabilité et protection du public. Et j'ai tenté de vous donner un peu plus de contenu. Donc, pas juste une liste de valeurs. Souvent, sont seulement listées, puis on se fie à notre bon jugement. Mais des fois, quelques questions, là, puis on se rend vite compte que être compétent, c'est quoi être compétent? Vous allez voir qu'il y en a qui se contentent de pas grand-chose, alors qu'il y en a qui ont qui ont la valeur de compétence très élevée. Puis justement, le vrai débat là, se fait un peu dans ces nuances. Donc, c'était l'objectif du module 2, vous présenter les valeurs de votre profession. Objectif 3 du module 6, maintenant, vous devrez être capable de vous prononcer sur la pertinence d'une réglementation des professions au Québec. Donc, la pertinence de cette réglementation, la pertinence d'une réglementation générale, je dirais, de l'exercice de la profession au Québec. Pour ça, pour comprendre la pertinence d'une règle, il y en a des règles dans l'exercice de votre profession, et pour comprendre la pertinence d'une règle, il ne faut pas juste connaître l'existence d'une règle pour en apprécier la pertinence. Si on se remet dans le contexte là, de la COVID, ce n'est pas parce que vous connaissez les règles que nécessairement vous en appréciez la pertinence. Même si vous l'avez vu, là, pour créer des règles, vous l'avez vu, la crise de la COVID à l'œuvre, là, comment créer des règles, des règlements. Et vous avez vu aussi les défis, parfois importants, là, pour aller chercher l'adhésion du public. Pour bien comprendre la pertinence de tout ça, il faut connaître l'histoire de cette pandémie, il faut en avoir vu sa croissance, il faut avoir apprécié les conséquences de cette pandémie-là. Il faut être capable de comprendre les mesures préventives qui sont mises en place. Il faut être capable de comprendre les valeurs qui se cachent derrière chaque décision du gouvernement. Puis vous avez été témoin de l'appel à la bonne volonté des citoyens. Parfois, ce n'est pas suffisant. Il faut comprendre tout ça pour non seulement y adhérer, mais aussi en comprendre la pertinence. Il y a une bonne différence entre suivre les règles parce qu'on vous les impose. Il y en a plusieurs que c'est seulement ça. On crée des règles, puis on tente de les imposer, puis après ça, on essaie de voir est-ce que je me laisse imposer ou est-ce que j'y résiste. Vous voyez que c'est plus simple de s'y conformer lorsqu'on en comprend le sens et la pertinence. Puis je dirais que c'est important pour vous dans l'exercice de votre profession de pas seulement vous introduire, c'est ça que j'essaie de faire dans le cours, pas seulement vous introduire les règles, votre code de déontologie, puis vous dire, vous devez le lire. Vous devez aussi en comprendre le sens et la pertinence. C'est un peu tout ça, là. Vous donnez la couche supplémentaire pour que vous voyez comment se sont conçues ces règles avec l'histoire, à quoi servent ces règles, quelles sont les valeurs qui se cachent derrière vos codes de déontologie professionnelle, puis éventuellement que vous adhériez à ce code de déontologie ou à ce système qui est le système professionnel, mais pas parce qu'on vous l'impose, mais parce que vous en comprenez le sens historique et la pertinence et les valeurs qui s'y cachent. Donc, c'est un peu l'objectif, je dirais, de ce cours 6, mais aussi de ce cours 5, et je dirais que j'y travaille maintenant depuis les 6 premiers cours, vous donner un peu de background, vous montrer d'où ça sort, ce système professionnel, avant de vous le présenter là, dans le module 6, que vous voyez comment il a émergé, à quoi il ressemblait, quelles étaient les premières idées, puis à quoi ça ressemble en ce moment. Mais c'est le résultat de tout ça, et non quelque chose qui vous est imposé à partir de rien. Donc, est-ce que la réglementation du système professionnel, elle est pertinente? Pour vous, ça vous demande d'abord d'explorer l'histoire du système professionnel,
Tout ça, ça vous permet de comprendre le sens, quelles étaient les premières idées de ceux et celles qui vous ont précédé. Pourquoi? Pourquoi ils ont créé ce système professionnel? Est-ce que c'est comme ça, c'est arbitraire, puis on va se donner des règles compliquées avec un code de déontologie? Ou est-ce qu'il n'y avait pas à l'époque et à certaines époques des problèmes auxquels on a tenté de trouver des solutions? Et parmi les pistes de solutions, il y a l'idée d'un système professionnel. Alors, je pense que c'est l'objectif. J'ai tenté de créer et d'aligner mes modules là, de façon à ce que pour vous, ça fasse sens. Donc, pour vous, éventuellement, dans ce module 6, on va voir à quoi ressemble maintenant cette réglementation. On va essayer de voir à quoi ressemble la structure du système professionnel. On va aller voir quels sont les principaux acteurs et parties prenantes de système professionnel, quelles sont les instances, les différents organismes qui gèrent l'organisation du système professionnel. Et lorsque vous aurez vu tout ça, l'histoire, d'où ça part et maintenant à quoi ça ressemble, bien, vous serez en mesure d'apprécier la pertinence de tout ça et éventuellement peut-être défendre le sens de votre ordre professionnel, défendre peut-être votre ordre professionnel, du moins de comprendre à quoi ça sert tout ça et peut-être d'en critiquer la pertinence. Hein? Donc, ça fait partie des objectifs que je caresse derrière ce cours d'aujourd'hui. Quatrième objectif dans ce module 6, comprendre la structure du système professionnel québécois. Donc, le système professionnel, en ce moment, il ressemble à ça. Et là, je dis ça là, parce que je le vois à mon écran, mais c'est sûr qu'en podcast, c'est un peu plus triste de vous dire ça, mais vous irez voir. Vous irez voir l'enregistrement du cours. Là, du moins, j'ai un forum d'ouvert là, pour qu'on tente ensemble de schématiser la structure du système professionnel. Vous le voyez un peu là, de façon très schématisée à quoi ça ressemble. Ce qu'il faut que vous notiez ici, là, c'est que tout en bas du système, c'est vous. Ah oui, ce sont les membres. Puis là, il faut bien voir si vous avez bien vu au module 5 là, l'histoire du professionnel. Du professionnalisme. Au départ, ça partait de vous. Hein? Donc, c'est vous qui vous êtes inventé, je dirais, ce système-là, qui est le système professionnel, en vous donnant des contraintes, des devoirs, obligations, des valeurs. Et c'est vous, je dirais, qui était totalement autonome dans ce système, mais le système a bien changé au cours de l'histoire. Et aujourd'hui, le système... Il n'est pas inversé, là, mais je dirais que la structure n'est pas exactement la même parce que ce qu'on voit, là, c'est qu'au sommet de la structure, il y a l'Assemblée nationale. Donc, vous voyez, là. Puis le représentant de l'Assemblée nationale pour vous, c'est Mme Danielle McCann qui est là, donc qui est la ministre de l'Enseignement supérieur, mais c'est aussi la ministre responsable du système professionnel. Danielle McCann, là, vous l'avez vu, elle était là au début de la pandémie. Là, elle était ministre de la Santé à l'époque. Et maintenant, ben, c'est votre grand boss. Là. C'est elle qui est en haut du système professionnel. Il y a l'Assemblée nationale des députés, des ministres. Et elle est ministre de l'Enseignement supérieur, mais aussi ministre responsable du système professionnel. Pour la petite histoire, là, on a eu en 2018-2019, c'était Sonia Lebel. Sonia Lebel est ministre de la Justice maintenant, mais elle aussi a été ministre responsable du système professionnel. Entre-temps, il y a eu l'intérim de M. Simon Jolin Barrette, il faut le dire au complet pour s'en souvenir. Simon Jolin Barrette qui était ministre de la Justice, qui était responsable. Mais en ce moment, pour vous, c'est Danielle McCann. Donc, c'est elle, votre grand boss. C'est d'ailleurs, je dirais que peu importe la voie que vous allez choisir en sortant de votre bac, là, il y en a certains qui vont aller vers les études supérieures, mais c'est la ministre aussi de l'enseignement supérieur. Mais il y en a d'autres qui vont aller vers l'exercice de la profession. Mais pour vous, ce sera là aussi votre grande patronne, donc Danielle McCann. Donc, le système professionnel, il ressemble à ce que je vous ai montré. Il y a différents organismes là, qui sont là-dedans. Je vais vous en expliquer quelques-uns parce que parmi les objectifs qui nous restent à explorer,
il avait expliqué sommairement le rôle des principales instances qui composent le système professionnel. Ben, il y en a plusieurs. Je me permets d'en nommer quelques-uns. L'Office des professions, ben oui, ça fait partie d'un des organismes les plus importants qui chapeautent l'ensemble des ordres professionnels. L'Office des professions, il est au cœur du système professionnel. Il veille, lui, au respect par vos ordres professionnels de leur mission, hein, la protection du public. Si votre ordre professionnel ne mentionne pas la protection du public ou s'en soucie peu, ben, l'Office des professions va intervenir. Donc, lui, c'est lui qui conseille, entre autres, le gouvernement, qui fait le pont entre le système professionnel et le gouvernement en place. Autre comité, quelques exemples, le comité d'inspection professionnelle. Donc, c'est lui qui surveille l'exercice de la profession. Donc, c'est lui qui va s'assurer que vous soyez compétent, par exemple, lorsque vous exercez votre profession. Donc, c'est lui qui, si vous voyez un membre du comité d'inspection professionnelle, ben, il va venir, il va se pointer dans votre lieu de travail, puis il va regarder si vous avez les compétences pour faire ce que vous êtes en train de faire ou non, et en portant le chapeau de professionnel. Autre instance, le bureau du syndic. Donc, le bureau du syndic, lui, il veille à ce que les membres respectent la loi sur les ingénieurs, puis s'assure que les règlements adoptés sont conformes au code des professions. Donc, il y a plein d'autres instances. Vous irez voir sur le site de l'Office des professions. J'ai mis d'ailleurs la référence là, sur la feuille de route là, du contenu de cours. Donc, l'Office des professions, c'est là que vous allez pouvoir trouver l'ensemble des différentes instances qui sont reliées au système professionnel. Je me permets d'en présenter quelques autres aussi dans l'enregistrement de cours. Donc, déjà en consultant l'enregistrement de cours, vous allez voir quelques autres instances, mais sinon, prenez le temps de consulter le site de l'Office des professions pour bien comprendre l'ensemble ou les différentes instances qui sont liées au système professionnel. Et dernier objectif de ce module, expliquer comment et pourquoi le système professionnel permet d'assurer la protection du public. Celui-là, c'est un objectif qui est récapitulatif. Donc, pour répondre à cet objectif, vous devrez avoir atteint les objectifs du module 5 et 6. Donc, pour vous, vous devrez être capable d'expliquer comment le système professionnel est conçu. Donc, le système, les normes, les règles, les instances. Donc, ça, c'est plutôt module 6. Et pourquoi? Donc, pourquoi? Ça, vous allez trouver des éléments de réponse dans l'histoire du professionnalisme, dans certaines valeurs aussi qu'on a identifiées un peu plus tôt. Donc, expliquer comment et pourquoi le système professionnel permet d'assurer le public. C'est un assemblage de différents objectifs des modules 5 et des modules 6. Sinon, quoi faire d'autre dans ce module? Aller participer au forum du module 6. Quoi d'autre? Continuer vos travaux d'équipe. Commencer à travailler sur votre TP2. Ça serait bien. Utilisez d'ailleurs le document que vous nous avez partagé là, à Catherine et moi, votre Google Docs. Il y en a d'autres qui travaillent sur Teams. Si vous travaillez sur un nouveau document, essayez de le renommer. Essayez de travailler sur le moins de documents possible. Je préfère que vous changiez le nom de votre document, que vous me produisiez là, une série de version 1, version 2, version 3, version TP1, version TP2, 1, 2, 3. Pour moi, là, j'en ai 25 là, à suivre. Là, ça devient vite compliqué. Donc, un document, ou du moins une équipe, là, essayez de faire ça simple pour que moi aussi, là, je puisse, Catherine et moi puissions nous y retrouver aisément dans l'évolution de vos travaux. Quoi d'autre chose à faire? Vous préparez à votre examen de mi-session. Et j'aurai plus tard quelques mots sur cet examen de mi-session. Tiens, ici je le dirai un peu plus tard. Pour vous, je vous avais prévu un caout et on y va dès maintenant sur ce caout. Êtes-vous prêts? On y va.
maintenant. Peut-être je me permettrais peut-être de saluer les étudiants du podcast. Pour vous, on se dit au revoir. On se voit plutôt au prochain épisode 53 où je donnerai mes instructions sur l'examen de mi-session. Alors, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous. Merci à Catherine de nous avoir accompagnés. Et je vous souhaite, excellente semaine. Bye bye. L'indice de la semaine, Daniel McCann. Daniel McCann.